Azul Brahim. Azul Massajdiga. Sophie Brahim Mansoub, c'est notre invité aujourd'hui. Il est venu pour nous parler du conte. Donc, vous avez sorti votre livre de contes berbères Amazigh à Toshi Fatel. Et tout d'abord, je tiens à remercier la CBF ainsi que tous les responsables qui travaillent, Jdiga, Chloé, tous les autres. Je ne peux pas citer tous les noms. C'est un énorme plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parmi vous. Ça m'honore beaucoup. Et donc le livre, pour moi, je l'ai commencé en 2020 lors du confinement sanitaire causé par le coronavirus. Donc pendant ces jours-là, j'ai beaucoup resté avec ma mère qui me racontait des contes. Je lisais parfois des contes sur Facebook que je lis à ma mère et elle me dit c'est pas comme ça qu'on dit. Donc à chaque fois elle me raconte sa version. Donc c'est ainsi que j'ai pu collecter un certain nombre de contes. J'ai contacté d'autres conteurs et conteuses qui m'ont raconté beaucoup de contes. Donc j'en ai choisi 20 pour faire un petit recueil de contes. Et ensuite, l'idée de traduire les contes en français m'est venue pour faire un livre didactique qui peut aider les apprenants de la langue amazigh à faire des comparaisons entre le texte en amazigh et le texte et la traduction en français. Donc, j'ai beaucoup travaillé techniquement pour réaliser un livre plus facile au lecteur. Donc, on n'a pas eu, j'ai beaucoup posé la question aux techniciens, aux spécialistes de Word, est-ce qu'il y a une méthode de faire un livre bilingue? Mais il n'y avait pas de réponse, donc j'ai fait ça manuellement petit à petit et le résultat est devant vous aujourd'hui. J'espère que le livre plaira aux lecteurs et merci encore une fois pour l'invitation. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué d'après les études que j'ai faites, parce que j'ai fait un master en littérature et linguistique amazigh à l'université Saïs Fès. Donc j'ai remarqué que les premiers qui ont collecté les contes, ce soit les spécialistes de la sociologie coloniale, les Français qui sont entrés en Afrique du Nord vers 1830. Donc j'ai constaté qu'on a souvent des versions, des textes traduits et non pas l'origine. Donc c'est frustré lorsqu'on a un texte en français, mais on n'a pas le texte en amazigh. Donc je cite à titre d'exemple l'exemple de la poétesse Mriri Danay Tatir, dont René Ologe a fait un livre très intéressant, mais malheureusement aujourd'hui on n'a pas le texte en amazigh. Donc il n'y a que le texte en français, donc on est en train d'inventer ou de créer des traductions. Donc je ne souhaite pas que la même chose arrive au conte. On a un exemple dans la vallée du Dadès d'un livre, le conte berbère raconté à mon fils de M. Haddouchi Ali, qui a lui aussi, il a fait la traduction avec des ajouts, mais il n'a pas gardé le texte d'origine, ou bien originaire, si je peux parler comme ça. Donc pour moi, l'idée c'est de garder ces textes tels qu'ils sont, avec leur variété locale, avec leurs défauts, avec tels qu'ils me sont racontés, en attendant qu'on aura d'autres versions. Donc j'encourage toujours les étudiants, les collègues, les camarades à m'envoyer d'autres versions pour qu'il y ait une comparaison entre ces versions-là. Et à partir de ces versions-là, on peut reconstruire un texte complet. Donc j'ai déjà publié un livre intitulé Tin Tartouafa, qu'on peut traduire par Autour de feu, qui contient plusieurs versions de Tarat Neziwi et tout ça. Donc moi je critique toujours les premiers qui ont travaillé sur le conte comme Emile Laust et d'autres, je n'ai pas les noms maintenant, donc qui disent que le conte amazigh est pauvre. Ce n'est pas un conte qui a beaucoup d'imagination ou bien un conte qui parle des choses abstraites. C'est comme s'ils veulent dire que ce conte-là, il est pauvre, donc il est primitif.
pour justifier la colonisation. Alors que dans la réalité, moi, quand je reste avec ma mère, par exemple, elle me raconte des contes qui sont très très longs, avec beaucoup de poésie, une richesse littéraire énorme, que je continue à découvrir. C'est vrai que j'ai publié le livre en 2024. J'ai travaillé pendant presque 2 ans sans arrêt sur ces livres-là. J'ai fait intervenir des amis pour m'aider dans la traduction. Mais à chaque fois que je lis ou que je travaille sur ces contes-là, je découvre d'autres choses. Et ma spécialité n'est pas le conte, mais j'ai ce souci-là j'ai comme une certaine hâte de faire. Il faut qu'on publie ça. Il ne faut pas qu'elle reste. Chacun a quelque chose dans son ordinateur, chacun a quelque chose dans sa tête. Il faut que tout ça soit publié. Donc il faut que les étudiants aient une matière sur laquelle on peut travailler en adoptant toutes les approches possibles. Donc ce qui a été fait n'est pas suffisant. C'est vrai que c'est un pas, mais le trajet qui reste est beaucoup plus long que ce qui a été fait. Je pense que moi j'ai beaucoup collecté le conte merveilleux. Il y a d'autres collègues qui travaillent sur le mythe, qui travaillent sur le fantastique. Moi, dans la région, on a encore gardé ça. On a beaucoup gardé le merveilleux. Peut-être que le fantastique, il va être exploité dans la littérature écrite, alors que dans l'oral, dans ce que l'on appelle l'oralité, ou bien la littérature orale, même si l'expression n'est pas tout à fait convenable. Donc on a beaucoup ce côté merveilleux qui reste toujours merveilleux et qui nous émerveille toujours et encore. Vous dites aussi qu'on est passé vite, rapidement à la nouvelle, à l'écriture de la nouvelle et du roman, sans explorer tout ce qu'on a dans le conte. Oui, je pense aussi que la majorité des auteurs, on est arrivé. On a écrit les genres littéraires occidentaux, entre guillemets, comme la nouvelle, le roman, la poésie écrite, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire pour ce qui est du patrimoine oral. Donc ici on parle du conte, mais il y a aussi la devinette, il y a aussi le proverbe, il y a les expressions idiomatiques, il y a tout un héritage culturel oral qu'il faut ramasser avant la disparition des porteurs de ce patrimoine-là, parce que, comme on le sait très bien, tout ça n'est pas écrit. Donc à chaque fois qu'il y a un vieil qui meurt, il part avec tout ce qu'il a. Donc on a ce souci-là de passer par cette étape-là. C'est bien qu'il y ait de l'écrit, mais en même temps, il ne faut pas négliger ce côté-là du patrimoine oral qu'il faut exploiter. Il ne faut pas s'éloigner, surtout, il ne faut pas s'éloigner de cette littérature orale, de cette oralité, même dans l'écrit, même si parfois on voit des critiques qui disent que le roman amazigh il est toujours imprégné de l'oralité, que la nouvelle, on voit toujours des signes de l'oralité. Ça, au contraire, c'est la continuité. Il ne faut pas qu'il y ait une coupure entre ça. Et donc, pour bien faire ça, il faut qu'on ait des références de qualité, des références qui peuvent s'approcher de l'exhaustivité. Donc un écrivain, il doit prendre en considération tout ça. Il y a des études qui ont été faites pour le mythe, il y a des études qui sont faites pour le conte aussi, pour le proverbe, pardon. Il y a la devinette, et le conte, il est encore très très riche sur ce point-là. J'ai enseigné le Tashlihit et le Tamazight avec la CBF. Cela fait 3 ans maintenant. J'ai terminé mes 3 années avec la CBF cette année-là. Ouais, c'est une expérience très riche qui m'a fait découvrir beaucoup de choses, surtout l'enseignement de la Mazir aux adultes. Moi, j'enseigne encore aux primaires. C'est une tâche qui n'est pas du tout facile, vu qu'il n'y a pas la continuité, que les élèves, il y en a qui sont motivés, il y en a qui ne sont pas motivés. Par contre, l'expérience avec la CBF, c'est des adultes qui viennent par eux-mêmes. Ce n'est pas une obligation familiale ni étatique. Donc, c'est des jeunes, hommes et femmes, qui veulent apprendre la langue, soit pour parler avec leur famille, soit pour des recherches universitaires qui vont être faites dans la région, dans des régions amazigophones. Donc, mon expérience avec la CBF, ça m'a fait travailler pour préparer des cours. On travaille sur des méthodes comme celle de Hanno, l'Araj,
fête antifinard qu'on refait en caractère gréco-latin. On travaille sur la méthode Tchaoujtam, une méthode qui est faite par un Espagnol, Carles Murcia, en partenariat avec Siemen, une organisation qui travaille avec toutes les cultures en voie de disparition. Voilà, donc c'est mon expérience avec la CBF m'a fait aussi maîtriser un peu les langues. Donc on a affaire avec, on est en contact avec des Kabyles. Moi je parle un peu. Je m'intéresse aussi au Touareg, donc le kabyle, je l'ai appris en écoutant la musique et petit à petit avec des livres, des dictionnaires comme Tajramt, Moulid Mamri, le dictionnaire de Dalé, donc tout ça, ensuite avec le groupe Tinariwen. Donc la musique m'a fait découvrir un peu les autres langues amazighes comme le Rifin, le Tashlihit, le kabyle et le Touareg. Pour moi, c'est un grand plaisir depuis que, à l'âge de 18 ans, 19 ans, pour moi, déjà la langue française, jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai été nul en français, même si j'ai fait des cours depuis la 3e année jusqu'au baccalauréat. Mais à un moment, j'ai découvert que ce que l'on nous apprend à l'école, ça ne sert pas à la communication. Donc on sait parler, par exemple, je sais dire l'adjectif qualificatif, je sais dire le complément circonstanciel, mais quand il s'agit de communiquer, de parler avec des gens, je me sens perdu. Donc le hasard, il y avait un Américain qui est venu dans la région, il nous a enseigné l'anglais. Donc au bout de 3 mois, même pas, on communiquait déjà en anglais. Donc il nous a appris la méthode d'apprendre les langues. Sans avoir besoin de connaître le métalangage grammatical, syntaxique et tout ça. Donc c'est à ce moment-là que je me suis remis à apprendre le français. Et donc une fois qu'on est dans la langue française, ça nous permet aussi d'être dans la culture amazigh, parce que les études qui sont faites sur la linguistique, la littérature amazigh, elles sont en français. Donc une fois qu'on a la langue française, c'est facile de parler, d'être dans la culture amazigh, donc les références, on a tout ça. Et avec la musique aussi, ça aide beaucoup. Et en tant que chercheur, quand on est dans la linguistique, la littérature, on ne peut pas dire que je suis en train de faire une licence en études amazigh et ignorer le Rifin, le Kabyle, le Touareg. Donc les meilleurs linguistes que l'on a actuellement, c'est des linguistes qui maîtrisent tout. Qui maîtrisent toutes les... Bon, moi je les appelle les variantes, parfois on les appelle les langues, ça dépend du contexte dans lequel on parle bien de l'angle de vue. Donc pour moi, ces langues-là, il y a un lien énorme, c'est qu'elles ont la même structure. Quand je prends le nom masculin, c'est le même partout. Le nom féminin, c'est le même. Le verbe, comment il se conjugue, c'est le même partout avec quelques variantes. Il y a quelques petites variantes. Donc quand on étudie la dialectologie, qu'est-ce que c'est que la dialectologie? C'est l'étude des différences et des similitudes. Et donc je constate toujours que les similitudes, elles sont beaucoup plus importantes que les différences. Donc il suffit d'étudier les différences qui sont minimes pour se rendre compte qu'on ne passe pas d'une langue comme le français au chinois, mais on passe comme de l'espagnol à l'italien. Donc c'est la même famille, c'est les mêmes, peut-être ces langues-là, elles étaient une langue il y a très longtemps. Après, chaque langue s'est développée dans son territoire, dans sa géographie, dans ses frontières. Les gens du désert, elles ont un mode de vie qui a fait que leur langue elle est telle qu'elle est maintenant. Les Kabyles sur la montagne et la côte, la Méditerranée, donc ils ont leur accent, les Rifins de même. Donc voilà, donc pour moi, un vrai chercheur, un vrai militant, il doit comprendre ça. On a toujours dit qu'il faut que si un Kabyle parle, je dois le comprendre. Quand je parle, il doit me comprendre. Donc c'est comme ça qu'on va tisser les liens, parce que maintenant, avec les frontières et tout ça, il y a comment on va dire, les disparités ou bien les différences, ça grandissent. Mais avec les moyens technologiques et tout ça, ça devient de plus en plus facile c'est-à-dire à entretenir des liens entre les groupes amazigophones en Afrique du Nord.
Ouais, c'est vrai, l'écriture en tamazight en général, elle connaît des hauts et des bas. Parfois c'est bien, parfois c'est comme toute la vie. Parfois on est heureux, parfois on est malheureux. Mais on reste optimiste parce qu'avec l'intégration de la langue amazigh dans les universités, dans les écoles, ça donne espoir. Ça donne l'espoir parce que avant, il n'y avait rien, mais on a quand même des écrivains. Maintenant, on est en train de former. Donc, si on forme 1000 personnes et qu'on a un seul écrivain, c'est déjà bien pour cette langue marginalisée et qui est en train de gagner le pari de passer de l'oralité à l'écrit. Même si l'oralité, elle n'a pas toujours été absolue, parce qu'on a eu des expériences d'écriture. Les Amazirs, ils ont écrit dans d'autres langues. Donc, on est un peuple qui écrit. On a écrit sur les roches, on a beaucoup écrit. C'est vrai qu'on a perdu cette écriture-là, mais avec le travail, avec le sérieux, c'est-à-dire les coordinations entre les Amazirs, on peut réussir le pari, sans doute. Merci Brahim. Tanmert. Tanmert, ça fait grand plaisir. Tanmert, la CBF.